Bonjour à toutes et à tous, je commence un petit vlog de l'été qui sera consacré à la littérature indienne. J'ai lu pour l'instant 2 romans indiens. Le premier, j'ai commencé très fort, c'était L'équilibre du monde de Rohinton Mistry. Donc L'équilibre du monde, c'est vraiment une grosse brique qui fait 880 pages, mais franchement, on ne s'ennuie à aucun moment. C'est un roman qui date de la fin des années 90 et où l'auteur prend l'histoire de 4-5 personnes qui vivent dans les années 70 en Inde, à peu près à l'époque d'Indira Gandhi, et qui montrent leur destin pour essayer de s'en sortir dans une ville qu'ils ne nomment pas. On voit comment ils essaient de joindre les deux bouts. Il y a notamment une jeune femme qui est en précarité financière, 2 Dalits, c'est-à-dire des intouchables, qui quittent leur village et les violences intercastes pour travailler en ville, un mendiant qui est exploité par le roi des mendiants, un étudiant qui vient de la montagne pour faire ses études dans cette ville. Donc c'est un roman qui montre la dure réalité de la vie de ces personnes. Je vous disais, on parle de la violence intercaste, on voit aussi la violence patriarcale à l'encontre de la veuve qui est exploitée par sa famille et qui peine à faire entendre sa voix, ses désirs tout court et notamment sa volonté d'émancipation. Donc c'est un ouvrage qui est très dur avec des descriptions de violences notamment envers les intouchables qui sont difficilement soutenables, il faut le reconnaître. Mais ne vous en faites pas, moi je suis une petite chochotte en termes de violence dans les livres, dans les films, etc. Et franchement, c'était lisible. Mais ce qu'on en retient en fait, surtout, c'est que c'est hyper drôle. C'est très drôle. Il y a une espèce de rire, d'énergie, du désespoir. Alors je crois qu'il y a pas mal d'ouvrages indiens qui font ça en fait, qui utilisent le rire plutôt que les larmes pour parler de situations dramatiques. Quand on voit les situations dans lesquelles se retrouvent les personnes, particulièrement les intouchables, qui régulièrement sont kidnappés par des agences gouvernementales, etc. À qui il arrive toujours plein de choses complètement dingues. C'est extrêmement drôle, mais ça se lit très bien. Je trouve qu'il y a une vraie maîtrise narrative de la part de l'auteur, qui a vraiment fait un roman monde. Si vous aimez ces œuvres totales qui brassent des destins différents, c'est assez incroyable de ce point de vue-là. Moi, je vous le conseille très largement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en 2 semaines et demie, je pense que j'aurais pu le lire en 2 semaines, mais j'ai un peu traînaillé à certains moments. Pour autant, je trouve qu'on s'ennuie jamais, c'était vraiment superbe. Je pense que j'ai commencé un peu trop fort peut-être pour mon été indien. J'ai peur que les autres ne soient pas à la hauteur de l'équilibre du monde. Donc si vous voulez découvrir la littérature indienne, je vous recommande très chaudement L'équilibre du monde de Rohinton Mistry. C'est vraiment superbe, c'est régulièrement cité comme étant un livre majeur pour découvrir l'Inde. Ce qu'on se dit en lisant ce livre, c'est que on a la sensation, à l'époque, j'espère que ça s'est amélioré depuis, la vie humaine en Inde n'a absolument aucune valeur. Aucune considération n'est faite à la vie humaine, c'est assez impressionnant. C'est déstabilisant de ce point de vue-là, mais le tout est enrobé avec un rire, avec une espèce de joie communicative tout à fait étonnante et assez bienvenue, je dois le dire. Moi j'ai vraiment adoré ce livre. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas je le conseille très largement si vous voulez découvrir la littérature indienne. Donc c'est L'équilibre du monde de Rohinton Mistry. Ensuite, j'ai lu un roman beaucoup plus court qui faisait 200 pages, je crois, toujours d'un auteur indien, mais si L'équilibre du monde a été écrit en anglais, là ça a été écrit en bengali. C'est Devdas de Sarat Chandra Chattopadhyay. Ici c'est orthographié Chatterjee puisque c'est l'anglicisation de son nom. C'est l'histoire de 2 jeunes personnes dans un village qui sont amoureux mais qui ne peuvent pas se marier puisqu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Ils sont de la même caste je pense mais pas vraiment de la même classe sociale. Elle est d'un milieu un petit peu plus défavorisé. Donc c'est finalement l'histoire tragique d'un amour qui ne peut pas se faire. Pour autant, tel des Roméo et Juliette, auraient-ils vraiment été heureux s'ils avaient été ensemble? Je ne sais pas. Mais donc chacun affronte son destin d'une manière différente. Parvati, la jeune fille, est mariée à un riche propriétaire voisin et semble vivre une vie plutôt confortable, mais finalement en faisant abstraction de son enfance et de ses sentiments pour Devdas. À côté de ça, Devdas, lui, sombre dans la déchéance, dans l'alcoolisme. Il rencontre une prostituée qui tombe amoureuse de lui et qui pour lui lâche tout.
mais il ne peut pas lui rendre son amour. Donc c'est l'histoire en fait surtout de la déchéance de Devdas. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que c'était très bien, qu'il y avait vraiment cette dimension tragique, qu'on voyait bien la relation entre les différentes classes sociales, la vie d'un village, il y a aussi une jolie peinture de l'enfance, etc. Ça se lit très facilement, d'ailleurs je l'ai lu en une après-midi. Pour autant, j'ai été gênée par quelques petits trucs qui font que ça n'a pas été une lecture superbe pour moi. C'était néanmoins une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié de le lire. Les petits trucs qui m'ont gênée, c'est qu'il y a un ton un petit peu naïf dans l'histoire, qui est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement en littérature. Il y a aussi, bon pour autant, c'est pas quelque chose qui m'a gênée plus que ça, mais il y a une forme de distance de l'auteur avec son récit. On sent que l'auteur ne prend pas particulièrement position, excepté peut-être dans le dernier paragraphe où il donne un petit peu plus son avis. Et aussi quelque chose qui m'a un peu gênée, mais alors ça c'est vraiment un regard un peu anachronique sur les choses, puisque c'est une femme au XXIe siècle qui lit un récit écrit au début du XXe siècle. Ce qu'on voit, c'est que le personnage de Devdas, il bat Parvati quand elle est enfant, il la frappe régulièrement et il ne s'excuse jamais vraiment. Il va beaucoup humilier, je ne sais plus comment elle s'appelle, la prostituée. Ces deux femmes ne vont jamais vraiment lui reprocher, lui il ne va jamais s'excuser, il va dire à Parvati « Ah oui, mais si tu étais plus gentil avec moi, je serais pas obligé de te frapper, donc en gros c'est ta faute. » Et voilà, j'ai l'impression que la violence qu'il exerce à l'encontre des femmes font qu'elles l'aiment encore plus. Bref, donc moi c'est quelque chose qui m'agace un petit peu, mais ça a été écrit au début du XXe siècle, donc c'est quand même un élément à prendre en compte. Par ailleurs, j'ai lu que cet auteur faisait partie du mouvement de la Renaissance bengali. Je suis désolée, je l'ai lu, mais comme là je vous parle sous forme d'un vlog, je n'ai rien préparé. Mais en tout cas il est le plus grand représentant de la Renaissance bengali en littérature, je crois. Il est connu lui pour avoir un grand attachement à la question de la psychologie. Effectivement c'est vraiment très très psychologique comme roman, puisqu'on suit la déchéance, on suit le rapport que les enfants ont l'un à l'autre, etc. Donc je suis très contente d'avoir pu découvrir cet auteur. Comme vous le voyez, j'en avais parlé dans mon book haul je crois et dans ma palle de l'été. Ça a été adapté en fait au cinéma. C'est un Bollywood qui est très connu, avec des acteurs connus qu'on a vus aussi dans des productions occidentales. Et c'est le seul Bollywood que j'ai vu et que j'avais trouvé très bien. Le Bollywood était légèrement plus dramatique dans mon souvenir que ça ne l'est ici. Mais bon, je suppose que c'est parce que ça se voulait plus visuel, etc. Donc c'était une belle histoire d'amour, tragique, etc. C'était un beau roman sur l'Inde. Je suis aussi contente de découvrir des œuvres qui ne viennent pas de l'anglais, en fait, qui viennent d'une autre langue, ici le bengali. Donc je vous le conseille, c'était très bien. À vrai dire, j'éprouve de la peine quand vous souffrez. Et je vous connais assez bien. Parfois, quand vous étiez ivre-mort, vous racontiez tant de choses que j'écoutais. Je ne crois pas que Parvati vous ait trompé. Je pense au contraire que c'est vous qui avez triché avec vous-même. Devdas, je suis plus âgé que vous et j'ai beaucoup vécu. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense ? Je suis sûre que c'est vous qui avez tort. On dit que les femmes sont capricieuses et inconstantes. Je pense que ces épithètes ne doivent pas s'appliquer à elles en toute occasion. C'est vous, les hommes, qui les louez sans réserve, et c'est aussi vous, les hommes, qui les blâmez sans pitié et les faites tomber de leur piédestal. Vous pouvez dire sans contrainte ce que vous avez à dire, mais les femmes, elles, ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas s'exprimer librement. Et même si elles le font, très peu de gens comprennent ce qu'elles disent, parce que leur manière de s'exprimer reste vague et elles se laissent submerger par les graves et fortes voix masculines. Finalement, les gens ne parlent que de leur côté négatif. Chandramukhi fit une pause, s'éclaircit la voix et continua. « J'ai vendu mon corps de nombreuses fois dans ma vie, mais je n'ai vraiment aimé qu'une seule fois. Cet amour m'est très précieux. J'ai beaucoup appris grâce à lui.
Vous savez bien que l'amour et le désir sont deux choses différentes. On les confond toujours, surtout les hommes. Les femmes sont moins poussées par le désir que les hommes, c'est pourquoi elles ne perdent pas très vite la tête comme les hommes. Quand vous, les hommes, venez nous parler de vos amours, vous vous exprimez avec tant de mots, avec tant de façons que nous, les femmes, restons alors silencieuses. Parfois nous avons honte, nous avons de la peine, et nous hésitons à blesser votre amour-propre. Même lorsque nous haïssons votre visage, nous avons peut-être trop honte de vous dire directement « Je ne pourrai pas vous aimer ». Alors nous commençons à jouer à l'amour, à un amour superficiel. Un jour, quand s'arrête ce jeu, l'homme devient furieux et accuse la femme de tromperie. Tout le monde n'écoute que cela, ne comprend que cela. Même alors que nous demeurons silencieuses, nous éprouvons tant de peine intérieurement, mais qui cela intéresse-t-il ? Devdas se taisait. Chandramukhi le regarda quelques instants en silence avant de poursuivre. Peut-être la femme éprouve-t-elle pour l'homme une sorte de pitié qu'elle prend pour de l'amour. Elle vaque à ses tâches familiales calmement et silencieusement, aide de son mieux les autres quand ils sont malheureux. Alors vous, les hommes, vous l'adulez et la portez aux nues. Mais même alors, peut-être, elle reste novice dans le domaine de l'amour. Puis, si à un moment malheureux son cœur se déchire à cause d'une douleur cuisante, alors... Chandramukhi jeta un coup d'œil sur Devdas et puis dit « Alors vous vociférez tous contre elle et la traitez de créature infidèle. Quelle honte !» Soudain, Devdas plaça sa main sur les lèvres de Chandramukhi en disant « Chandramukhi, qu'y a-t-il » Chandramukhi repoussa lentement la main de Devdas et reprit « Ne vous inquiétez pas, Devdas, je ne parle pas de votre Parvati. » Puis elle se tut. Pendant quelques instants, Devdas aussi demeura silencieux, puis il dit distraitement « Mais il y a les coutumes, il y a les normes sociales !» Bien sûr, poursuivit Chandramukhi, et c'est pourquoi Devdas, celui qui aime sincèrement, endure sa peine en silence. Il y a une satisfaction sans mesure, un bonheur infini d'aimer quelqu'un sans l'exprimer. Lorsqu'on éprouve de l'amour vrai, on ne veut pas créer inutilement des discordes dans une famille. Mais que disais-je ? Devdas, je sais avec certitude que Parvati ne vous a pas trompé, c'est vous qui avez triché avec vous-même. Je sais également que vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Mais un jour, peut-être, vous verrez que c'est la vérité. Les yeux de Devdas débordaient de larmes. Grâce à son expérience croissante de la vie, il commençait à sentir que Chandramukhi avait raison. Chandramukhi remarqua ses larmes, mais elle n'essaya pas de les sécher. Elle se dit en elle-même « Je vous ai vu plusieurs fois dans des humeurs différentes. Je vous comprends bien. J'ai très bien perçu que vous n'offrirez jamais votre cœur à une femme de votre propre gré, comme le fait un homme ordinaire. Mais la beauté... Ah, tout le monde est séduit par la beauté. Mais je ne crois pas, en conséquence, que vous sacrifierez toute votre force à l'autel de la beauté. Parvati peut être très belle, mais quand même, je pense que c'était elle qui vous avait aimé la première et qui avait parlé d'amour avant vous. » Elle se parlait à elle-même, mais prononça soudain la dernière phrase tout haut. « C'est ma propre expérience qui me fait me dire combien elle vous aimait. » Je continue ce vlog avec un roman que j'ai lu, c'est Compartiment pour dames d'Annie Tanner. C'est un roman qui date de 2001 je crois et dont j'avais entendu parler sur Instagram. Alors en fait c'est un roman qui
qui prend un personnage principal en fait qui s'appelle Aquila. Aquila, c'est ce qu'on appellerait avec des gros guillemets une vieille fille, c'est-à-dire qu'en fait elle a 45 ans il me semble et elle est pas mariée, donc elle subit beaucoup de pression sociale dans l'Inde qu'on suppose être des années 90 par exemple. Elle a un travail, elle est l'aînée de sa famille qu'elle fait vivre en fait depuis la mort de son père. Elle est devenue en fait le pilier de la famille et en fait elle a régulièrement beaucoup de pression de la part de sa famille pour se marier. Bon, maintenant elle est considérée comme un peu âgée, mais il y a un peu plusieurs mouvements en fait dans sa famille, des gens qui la remercient en fait de tous les sacrifices qu'elle a fait pour sa famille, mais aussi des gens qui lui en veulent en fait, disons qui ne reconnaissent pas en fait les sacrifices qu'elle a pu faire. Peut-être que elle aussi, on le devine un peu entre les lignes, je pense un peu dur aussi avec sa famille, à avoir des attentes assez hautes. Et donc en fait, sur un coup de tête, elle prend un congé pour aller dans un hôtel en bord de mer il me semble, et pour en fait prendre le temps de prendre du temps pour elle en fait, ce qu'elle ne fait jamais. Et en fait elle va dans ce qui donne donc son titre au livre, c'est dans un compartiment pour dames qui a existé jusqu'à la fin des années 90, c'est dit au tout début en fait du livre. Dans cette édition il y a une note de l'auteur qui dit: jusqu'au début de l'année 98, il existait un guichet réservé aux dames, aux personnes âgées et aux handicapés à la gare du cantonnement à Bangalore. Et sur la plupart des trains de nuit, on trouvait des compartiments pour dames dans les wagons de seconde classe. Donc en fait le principe c'est que c'est un espace un peu, maintenant on parlerait un peu de safe space je pense. Alors je sais pas pourquoi ça avait été institué ces compartiments pour dames. Je pense que c'était aussi dans une logique un peu patriarcale de dire les femmes doivent être protégées, ne peuvent pas être en contact avec des hommes, ce qui fait qu'un couple par exemple, on le voit dans l'histoire, l'homme devra aller dans un autre compartiment et la femme à cet endroit. Et en fait elle se retrouve avec d'autres femmes qui viennent, alors j'allais dire de milieux sociaux différents, mais pas tellement en fait. C'est quelque chose qui m'a un peu frappée dans le livre et que fait remarquer d'ailleurs une personne. Elles viennent quand même toutes d'un milieu de brahmanes. Donc c'est une caste, les brahmanes, qui est plutôt favorisée, et certaines sont riches et d'autres le sont un peu moins, mais en tout cas elles ne viennent pas, il n'y a pas d'intouchables par exemple dans ce compartiment, et de manière générale dans l'histoire on croisera pas de classe vraiment très très défavorisée. Et donc Aquila pose cette question en fait à toutes les femmes: est-ce qu'une femme peut vivre seule sans un homme? Et en fait c'est une question qui est pas évidente. Alors évidemment nous on dirait mais évidemment, mais c'est vachement important de savoir se débrouiller par soi-même, blablabla. Mais là c'est quand même en Inde en fait, et ce qu'on voit c'est que même lorsqu'elle a annoncé à sa famille que juste elle allait prendre un congé pour aller faire peut-être 2 jours de train et aller dans un hôtel quelques jours, c'était considéré comme une extravagance, une mise en danger. En fait, elle se mettait en danger, mais elle mettait aussi en danger la réputation de la famille. Et ça, c'est un élément très important dans la culture indienne telle qu'elle est dépeinte, donc je suppose dans les années 90. Et donc chacune des femmes de ce wagon en fait va essayer de répondre à cette question en parlant de sa propre expérience, en disant ben voilà, moi je suis veuve, moi j'aime profondément mon mari, moi je me suis mariée par amour avec mon mari, mais en fait ça se passe plus bien parce que on se connaissait pas vraiment en fait quand on s'est rencontrés, etc. Il y a une jeune fille qui parle je crois qu'elle est adolescente, qui parle de sa grand-mère en fait. Donc en fait on a plein de portraits de dames comme ça, des jeunes, des âgés, des personnes qui ont fait des mariages d'amour, d'autres qui ont fait des mariages arrangés. Tout ça permet en fait à Aquila de réfléchir en fait à qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Elle revient aussi sur sa vie, sur les choix qu'elle a fait, les occasions qu'elle a manquées, etc. Donc c'est tout un récit qui m'a fait penser en le lisant en fait à tous ces récits qui sont dans la continuité du Décaméron de Boccace que j'avais lu l'an dernier. En fait le principe du Décaméron c'est que des gens se racontent des histoires
et c'est un modèle qui a été énormément adapté, donc j'en avais parlé dans ma vidéo sur le Moyen-Âge que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et en fait le Decameron ça a donné lieu à énormément de réécritures, et notamment une que je n'ai pas lue mais dont j'aimais bien le titre, qui est Les joyeuses histoires en diligence ou quelque chose comme ça. Si c'est pas le bon titre je vous le remettrai à l'écran. Et en fait je me suis dit que c'était un peu ça, c'était plein de récits de personnes qui sont confinées en fait au même endroit et se déplaçant. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc c'était bien. Mais en fait, ça m'est complètement passé au-dessus, je dois le dire. Je sais pas pourquoi en fait. Vraiment, j'ai essayé d'y réfléchir en le lisant, en préparant cette vidéo. Tout était bien, c'était prenant, il y avait un bon... comment dire, il y a un bon équilibre en fait entre les histoires des femmes, l'histoire d'Aquila, ça s'enchaînait bien. Il n'y avait jamais d'histoire, il y avait des histoires assez difficiles quand même, mais ça n'était jamais cliché, ça n'était jamais larmoyant, tous les personnages étaient travaillés, mais moi je sais pas, ça a pas marché sur moi. Je me suis pas du tout attachée en fait à aucune de ces femmes, peut-être un peu à l'héroïne, Aquila, mais je sais pas, je suis pas entrée dedans tout simplement. Pourtant j'en avais pas de grandes attentes, mais je me disais que ça allait être bien et pas très difficile à lire, mais moi j'ai pas réussi à m'y attacher. Et d'ailleurs au moment où je vous parle en fait, ça fait 10 jours que j'ai terminé le livre et j'avais complètement oublié en fait que je l'avais lu. C'est seulement en regardant la liste que je fais des livres que j'ai lus que je me suis dit mince en fait il faut que t'en parles dans ton vlog sur la littérature indienne, mais sinon voilà, ça m'avait pas marqué. Pourtant des livres que j'ai lus récemment, je me souviens de Devdas, je me souviens évidemment de L'équilibre du monde. Je dois dire que L'équilibre du monde c'était quand même exceptionnel. Mais celui-là, je ne vous le déconseille pas, je vous le conseille même bien. C'est intéressant en termes de, voilà, de découvrir la société indienne, voir ce que ça fait peser sur les femmes, sur les hommes aussi, hein, parce que c'est quand même pas... les hommes sont pas les rois de la fête dedans, ils souffrent également de cette situation. C'est intéressant à plusieurs égards, mais moi ça m'a pas plu, donc c'est tout à fait personnel. Et si jamais vous pensez que ça peut vous intéresser, je vous conseille d'aller le voir parce que franchement c'est sympa. Je pense pas que ça soit le livre du siècle, mais bon, je ne sais pas ce que c'est le livre du siècle. Et donc ça c'est Compartiment pour dames d'Annie Tanner. Bon, dernière partie de ce vlog, je vous parle des lectures que j'ai faites en août, toujours en littérature indienne, et autant vous le dire d'emblée, ça n'a pas été une réussite malheureusement. En fait, il y a eu 2 abandons, et je sais pas ce qui se passe cette année, j'en suis au 5e livre abandonné, ça m'arrive mais jamais habituellement. Donc voilà, c'est assez étrange, mais au mois d'août je pensais à d'autres trucs, etc. Donc je pense que j'avais besoin en fait de lectures qui me prenaient pas trop la tête, et malheureusement ça n'a pas été le cas donc des 2 lectures que j'ai abandonnées. La première, je suis assez déçue que ça ne m'ait pas plu, mais c'était Les Enfants de minuit. Les Enfants de minuit, c'est voilà, un des livres dont on parle beaucoup en littérature indienne, etc. Donc de Salman Rushdie. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est né en fait à minuit le jour de l'indépendance de l'Inde, donc ça lui donne des pouvoirs magiques, et donc on suit en fait son parcours, celui de ses parents, etc. pour voir comment en fait son destin personnel est transcendé par le destin national. Donc en soi ça a l'air assez chouette, en plus c'est du réalisme magique, et moi en général le réalisme magique c'est quelque chose qui me parle bien. Je pense pas avoir lu beaucoup d'ouvrages du réalisme magique, mais j'ai lu Garcia Marquez, j'ai lu Murakami, et donc Salman Rushdie c'est aussi un de ses grands représentants. Ça m'a donné envie d'ailleurs de creuser un peu le réalisme magique et peut-être un jour de lui consacrer une vidéo. Mais bref, en même temps ça commence pas très bien puisque je parle d'un livre que j'ai abandonné. Et ici en fait le ton est très particulier, et ça c'est quelque chose que j'ai vu tout au long de l'été dans la littérature indienne. Régulièrement en fait il y a un côté burlesque, loufoque, bouffon en fait dans la littérature indienne, qui souvent est une façon de désamorcer le drame des existences. On l'a vu par exemple avec L'équilibre du monde, etc. Et donc là il y a un côté
vraiment presque potache à certains moments. Et en fait, ce côté burlesque m'a pas du tout parlé. Ça a donné de très grandes digressions, ça a donné un récit très éclaté et franchement j'avais pas du tout besoin de ça à ce moment-là. Donc assez déçue en fait, j'aurais bien voulu découvrir Salman Rushdie. J'ai tenu une centaine de pages, c'était pas affreux, mais en fait j'ai senti que j'avais pas de patience. J'avais pas de patience pour ça, donc malheureusement je l'ai arrêté. J'aimerais vous dire qu'un jour je le reprendrai, mais j'en suis pas certaine. Donc si vous aimez voilà, tout ce qui est chatoyant, qui est un peu bouffon, etc., ça vous parlera, mais moi, je sais pas si c'est quelque chose qui me gêne en général, mais alors là, ce mois d'août, c'était pas du tout ce qu'il me fallait, donc malheureusement, c'est un abandon pour les enfants de minuit. Et ensuite, je continuais dans ma lancée en me disant, bon, t'as un livre un petit peu plus petit, c'est Le Dieu des petits riens d'Arundhati Roy. Et en fait, ça a été pareil, ça a été un abandon. Je pense que ça, j'ai vraiment eu encore plus de mal que les enfants de minuit. Je sais plus d'ailleurs lequel j'ai lu en premier, enfin peu importe. Le Dieu des petits riens, en fait, il y a une écriture qui est un type d'écriture que moi je déteste. C'est-à-dire qu'en fait, l'autrice a des informations que nous, lecteurs, n'avons pas au début du livre. Et donc en fait, on se dit tout le temps, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe, et puis après elle nous donne une information, on dit mais en fait ça change complètement ma vision de la chose. On passe notre temps à se dire mais de quoi on parle, de quoi il est question. On suit en gros, si je me souviens bien, parce que ça commence à remonter un peu, on suit à peu près deux enfants, deux jumeaux qui ont été séparés à un moment de leur vie, et on comprend qu'il s'est passé quelque chose avec, je pense, l'amant de leur mère. Leur mère avait comme amant un intouchable, et qu'en fait, étant petit, à un moment, ils ont été confrontés avec la police et on leur a dit « Est-ce que tu le reconnais, lui ?» Et le petit garçon a dit oui, et donc ça a condamné à mort le beau-père, quoi, enfin l'amant de la mère. Mais en fait, je n'ai rien compris, quoi. Je me suis dit mais de quoi il est question? Et c'était une souffrance pour moi à lire. Donc j'ai essayé de le lire mi-août et vraiment non, pas du tout. Et d'ailleurs c'est drôle parce que quand j'ai dit sur Instagram non mais en fait je l'arrête parce que c'est insupportable, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais merci, mais moi aussi je l'arrête, c'était horrible, je comprends pas pourquoi tout le monde aime ce livre. Donc voilà, pour moi c'était un ratage monumental. Je pense que ça a été encore plus un ratage, Le Dieu des petits riens, que Les enfants de minuit. Les enfants de minuit, j'aurais peut-être pu m'accrocher si j'avais pas été dans ce moment où voilà, la lecture c'était pas évident. Les deux avaient l'intérêt par contre d'aborder en fait des prismes que j'avais moins vus dans les autres. Par exemple, Salman Rushdie, en fait il suit des personnages qui sont musulmans. Et l'air de rien, en le lisant, je me suis dit, mais en fait, la plupart des autres que tu as lus, c'était dans des univers hindous. C'est très clair avec l'équilibre du monde, encore que ça soit la communauté farsi. Alors je sais pas si on dit farsi ou parsi. En tout cas, c'est une communauté un petit peu à part. Mais en tout cas, les gens avaient l'air d'être plutôt hindous, encore qu'il me semble que les parsis n'ont pas la même religion. J'ai pas trop compris, mais voilà. En tout cas, ils n'étaient pas musulmans ou chrétiens. Devdas aussi, les gens avaient l'air d'être hindous. Pareil pour Compartiment pour dames. Et là, je me suis dit, allez, ça y est, enfin on parle d'un point de vue musulman, donc c'est intéressant. Et là, par contre, ça se passe dans le Kerala, puisque c'est l'endroit dont est originaire Arundhati Roy. Et ça parle d'une communauté chrétienne, alors qu'il y a un christianisme un petit peu différent de ce qu'on a en Europe, il me semble. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir aussi voilà, une autre façon de penser que l'hindouisme, d'autres réflexes, peut-être d'autres rapports sociaux. Bon, après, en même temps, je dis ça, mais je les ai abandonnés, donc j'ai pas pu en apprendre beaucoup plus. Mais j'ai trouvé que ça changeait, en fait. Surtout que dans l'Inde contemporaine de Narendra Modi, les hindous sont un peu portés au pinacle, et notamment les musulmans sont victimes de beaucoup de violences. Il y a beaucoup de violences interreligieuses en Inde. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant d'avoir
d'avoir d'autres religions et donc d'autres communautés, d'autres cultures, d'autres façons de penser. Et enfin, la dernière lecture, alors celle-ci je suis allée au bout, encore qu'au début je me suis demandé si j'allais pas arrêter, mais en fait j'avais plus envie d'arrêter parce que j'avais envie de passer à autre chose. C'était le Tigre blanc d'Aravind Adiga. Je suis allée au bout, ça se lit assez facilement je dois dire, ça fait combien ça fait? Oui, un peu plus de 300 pages. Comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'humour en fait dans le Tigre blanc. Ça raconte l'histoire d'une espèce de Rastignac indien, un jeune homme qui se fait appeler Balram. Balram vient vraiment d'un milieu très défavorisé. Il est assez rapidement repéré par un maître d'école qui lui dit « Mais toi tu es le tigre blanc ». En gros, il ne naît un tigre blanc qu'une fois par génération et celui-ci accomplit de grandes choses. Donc il y a cette idée que il est prédestiné à se distinguer, mais en fait ce qu'il voit rapidement c'est que tout est fait dans la vie pour que on reste à sa place. En fait, la famille vous oblige à rester à votre place, la société vous oblige à rester à votre place. Il est énormément question des rapports de classe dans ce livre, c'est vraiment le sujet principal du Tigre blanc, puisque ce jeune homme essaie de faire son trou pour aller au-delà de son déterminisme. Il a vu aussi son père se tuer à la tâche, il a vu sa mère être pas reniée, mais disons elle n'était pas très bien considérée par sa famille parce que justement elle était un petit peu différente et lui il se dit mais moi j'ai pas envie d'être exploité, d'être sucé jusqu'au sang par ma famille telle des sangsues, parce que son père conduisait un rickshaw et lui se disait je veux autre chose, et donc il est amené à devenir chauffeur et il devient chauffeur d'une famille en fait de mafieux qui sont proches des politiques, donc il y a toute une dimension de corruption, etc. À un moment, il parle d'un personnage politique qui a l'air d'être une espèce de premier ministre qu'on appelle le grand socialiste. Moi, je connais pas suffisamment l'histoire politique indienne pour savoir à qui il était fait référence. Parfois, c'est assez visible, par exemple, dans l'équilibre du monde, il était question très clairement d'Indira Gandhi, du fait qu'à un moment elle a décrété un état d'urgence et elle a aboli toutes les libertés. Mais là, je sais pas trop à qui il était fait référence, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que les élites sont corrompues et même le maître de Balram, dont il est le chauffeur, c'est un jeune homme qui a envie de bien faire, qui a de la considération, mais pas au point en fait de vraiment s'intéresser aux personnes qu'il emploie. Il dit ah mais tu viens de tel village donc tu dois être gentil. Bah non en fait, qu'est-ce que tu sais vraiment de lui? Donc il y a une approche vraiment très très orientée sur la lutte des classes, c'est vraiment complètement le propos. Il y a un côté un peu marxiste peut-être dedans, pour le dire rapidement. C'était bien, c'était assez drôle. Moi j'avais juste envie de m'arrêter là avec la littérature indienne, mais je reconnais que c'était plutôt pas mal. Ça vaut le coup d'être lu, c'est assez grinçant, c'est assez noir, hein. Il y a des gens qui meurent. Après c'est assez bavard au début, c'est aussi pour ça à ce moment-là que j'ai eu envie de m'arrêter. C'était assez bavard parce que en fait au début il y a une forme de narration qui fait que le héros qui dit être devenu un entrepreneur riche et prospère apprend que le premier ministre chinois va venir visiter quelle ville c'est, peut-être Bombay, là où il est, je sais plus, une grande ville où il a ses affaires, et le premier ministre chinois vient découvrir le savoir-faire dans l'entrepreneuriat indien. Il vient découvrir pourquoi est-ce que les Indiens sont si forts dans l'entrepreneuriat, et lui dit mais attendez, moi je suis l'exemple incarné de l'entrepreneuriat indien, du self-made man, etc. Je vous écris pour que vous compreniez, comme vous arrivez dans une semaine, chaque soir je vais vous écrire quelque chose. Et alors j'avoue, c'était un procédé assez laborieux qui faisait que c'était très bavard. Et puis en termes de structure, je trouvais que c'était un peu dommage parce que on s'imagine que pour en arriver là où il est, mais au début on se dit mais est-ce qu'il nous raconte vraiment la vérité? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire du blabla derrière une cellule de prison? Donc je vous laisse découvrir à la fin comment ça se termine pour lui, ou est-ce qu'on le laisse.
mais en fait on se dit mais quelle est la valeur de son récit, et en fait on se dit il a dû passer par beaucoup de stades pour arriver à être le grand entrepreneur qu'il prétend être. Il passe un temps assez long sur son enfance, ce qui est assez intéressant. Sur comment voilà, il est arrivé un peu à l'âge adulte et comment il a su saisir l'opportunité qui a fait basculer son destin, c'est donc d'être employé comme chauffeur pour une personne riche. Et en fait après, il passe énormément de temps sur la relation avec cette famille riche, et en fait c'est ça qui prend la grande partie du roman, et j'ai trouvé que c'était dommage parce que parfois ça tournait un peu en boucle, on se disait bon ben ok, on a bien compris, il nous a annoncé qu'il allait se passer quelque chose, il y est toujours pas, il y a des allers-retours où il dit ah mais mon maître il est sympa mais en même temps je le méprise parce que je sens qu'il est un peu lâche, et moi j'ai... Enfin voilà, en fait il y a des allers-retours comme ça qui prennent du temps, et à la fin, en gros la résolution, mettons peut-être les 5 années qui ont suivi, et ben en fait il les balaye en 10 pages, on se dit mais pourquoi est-ce que ça passe pas plus de temps là-dessus? Donc j'ai trouvé que, voilà, en termes de structure narrative c'était un peu dommage. Après ça permet de parler des rapports de classe, mais moi j'ai trouvé que c'était pas très bien balancé en fait, mais c'était mon humble avis. Donc pour conclure ce vlog et cet été indien, vous l'aurez compris, pour moi ça n'a pas été très concluant malheureusement, cette immersion dans la littérature indienne. Franchement je suis un peu triste parce que je pensais vraiment plus aimer ça, mais je pense que ça a tenu à des choses qui globalement ne me plaisaient pas trop, et aussi un aspect un peu conjoncturel puisque bah, à un moment donné j'étais moins réceptive à certaines choses. Moi clairement, bon bah malheureusement j'ai commencé par le meilleur je pense, donc ça augurait, et le reste n'a pas tenu n'a pas soutenu la comparaison. Vraiment ma lecture préférée ça a été L'équilibre du monde de Rohinton Mistry, c'était vraiment exceptionnel, je le conseille vraiment à 1000%. Franchement ça fait 900 pages mais on les voit pas passer. Moi j'ai lu ça en 2 semaines et demie, moi j'aurais pu le faire en 2 semaines, mais il y a eu un moment où je pense que je pensais un peu à autre chose, donc j'avais du mal à avancer, mais ça n'avait pas de rapport avec le livre. Vraiment lui, lisez-le, il est absolument génial. Ensuite, j'ai bien aimé Devdas de Sarachandra Chattopadhyay. Ça c'était une belle histoire d'amour qui parlait aussi des relations entre hommes et femmes, entre classes. Il n'était pas trop question des castes il me semble. Donc ça c'était bien aussi, j'ai bien aimé. Les 2 livres que j'ai trouvé pas mal mais sans plus, c'était Compartiment pour dames d'Annie Tanner et Le Tigre blanc d'Aravind Adiga. Donc là plus sur la relation intersexe, et là plus sur la relation interclasse. Et enfin bon bah les 2 que bah, j'ai pas aimé au point de les abandonner malheureusement, c'était Les Enfants de minuit de Salman Rushdie et Le Dieu des petits riens d'Arundhati Roy. J'espère malgré tout vous avoir donné envie de découvrir la littérature indienne. Je pense que c'est une littérature qui est connue et en même temps dont on parle pas tant que ça. Je sais c'est un peu paradoxal, mais moi je vois assez rarement des gens voilà, faire des focus sur la littérature indienne, etc. C'est quand même un des pays les plus peuplés au monde, c'est quand même un pays avec une culture absolument incroyable, avec une politique tout à fait intéressante. Moi le fait de me plonger dans l'histoire de l'Inde, ça a fait aussi que j'ai écouté des émissions sur les tendances politiques actuellement, hein. Il y a eu des élections très importantes cette année en Inde où Narendra Modi n'a pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire avoir un grand nombre de députés pour faire changer la constitution, ce qui pouvait poser un risque pour une démocratie qui est déjà assez fragile. Donc c'était aussi assez passionnant de se plonger là-dedans. J'aurai sans doute l'occasion d'aborder à nouveau l'histoire de l'Inde et la littérature indienne. Il y avait 2 autres livres qui étaient présents dans ma palle mais que j'ai décidé de ne pas lire parce que j'avais envie de passer à autre chose tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour me dire si vous avez déjà lu les ouvrages dont je vous parle, si vous me conseillez d'autres ouvrages de littérature indienne. N'hésitez pas non plus à me suivre et à communiquer avec moi sur Instagram où je suis active. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.